Mesdames, Messieurs, la délégation sénatoriale aux Outre-mer a adopté ce matin les conclusions du rapport sur la politique du handicap dans les Outre-mer, présenté par nos collègues Audrey Bélim qui s'excuse, elle est frappée par un deuil familial et nous lui réitérons nos sincères condoléances, Annick Petrus et Aklim Elouli. Pourquoi ce rapport? 20 ans après la loi fondatrice du 11 février 2005, il nous est apparu absolument nécessaire de compléter les travaux du groupe d'études handicap du Sénat, présidé par Marie-Pierre Richer, sénatrice du Cher et appartenant au LR, et le bilan de la Commission des affaires sociales du Sénat avec un éclairage spécifiquement ultramarin. La rareté des études sur sa mise en œuvre dans les Outre-mer a d'emblée paru révélatrice d'une prise de conscience tardive et de problèmes de mise en œuvre. J'ai annoncé le 21 novembre 2024, à l'occasion du duo-D organisé au Sénat par le président Larcher, le lancement de ce rapport par notre délégation et je suis particulièrement satisfaite du travail qui a été accompli par nos excellents rapporteurs. En effet, la délégation s'est interrogée à la fois sur le regard porté sur le handicap dans les Outre-mer et sur toutes les modalités de prise en charge des personnes en situation de handicap. Éducation, formation, offres médico-sociales, accès au sport. Pendant 6 mois, les rapporteurs ont auditionné près de 150 personnes qui nous ont permis de prendre la mesure des difficultés, des lacunes, mais aussi des avancées. La mission a donné lieu à 38 auditions et plus de 46 heures de réunion. La mission s'est aussi rendue dans 3 territoires, en Guadeloupe et particulièrement à Terre-de-Bas, aux Saintes, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. J'ai tenu à accompagner ces déplacements de terrain qui sont toujours très riches d'enseignements et je conserve un souvenir très présent de toutes les personnes admirables et résilientes que nous avons rencontrées. Pour les autres territoires où nous n'avons pas pu nous rendre, des questionnaires ont été envoyés, de nombreuses visioconférences ont été organisées qui peuvent être consultées sur le site internet du Sénat. Donc toutes ces auditions ont fait l'objet de comptes rendus écrits qui seront annexés au rapport. Donc si vous le permettez, je vais remplacer notre collègue Audrey Bélim pour son volet. Donc c'est un panorama des populations en situation de handicap dans nos territoires et des premières recommandations qui nous permettent de mieux faire reconnaître le handicap. Donc le premier constat, les données, comme souvent dans les Outre-mer sur d'autres sujets, souffrent d'imprécisions et leur fiabilité est questionnée. Cette imprécision de données complique sérieusement l'élaboration d'une planification et participe à une forme d'invisibilisation des besoins spécifiques de ces populations. Malgré ces lacunes, le constat général est incontestable. La proportion de personnes en situation de handicap est plus élevée dans les DROM qu'en France hexagonale. Dans les DROM, 8% des jeunes âgés de 15 à 24 ans et 12% des adultes de 25 à 64 ans sont concernés. En comparaison, en hexagone, ces chiffres sont plus faibles, 5% chez les jeunes et 10% chez les adultes. Un autre point important à souligner, c'est la situation des enfants. Les enfants en situation de handicap sont proportionnellement plus nombreux dans les départements et régions d'outre-mer. Un autre point inquiétant, les limitations sévères, qu'elles soient physiques ou cognitives, sont plus fréquentes que dans l'Hexagone. Et Mayotte se distingue par des taux particulièrement élevés. 18% des enfants à Mayotte souffriraient de limitations cognitives sévères contre 3% en Hexagone. Ce chiffre effrayant doit interpeller, qu'il soit exact ou erroné, et mérite à lui seul d'engager un travail précis et urgent de vérification. Alors, comment expliquer ces taux globalement plus élevés? Il y a les syndromes liés à l'alcoolisation fœtale qui sont un premier facteur. À La Réunion, par exemple, le taux de syndrome d'alcoolisation fœtale est 5 fois supérieur à la moyenne nationale. L'exposition à des polluants est un second facteur, en particulier en Guyane, avec l'exposition au mercure et à d'autres métaux lourds liés à l'orpaillage illégal.
Des études sont aussi en cours en Guadeloupe, en Martinique, pour vérifier un peu le lien de la chlordécone sur le passage de la mère au fœtus. Donc ce sont autant de facteurs qui peuvent expliquer ces taux de handicap importants. Il y a d'autres facteurs aggravants qui pèsent, la pauvreté, le mal logement, mais aussi une part importante de familles monoparentales, puisque la délégation a eu l'opportunité de travailler sur la famille en collaboration avec la délégation aux droits des femmes, qui avait révélé cette particularité dans les territoires ultramarins de la famille souvent monoparentale. Et pour une mère seule, gérer déjà une fratrie de plusieurs enfants, c'est compliqué. Imaginez-vous des enfants en situation de handicap. Et un dernier point majeur, c'est la faiblesse de la détection précoce. Donc, je terminerai aussi mon propos par le tabou culturel, religieux ou traditionnel que représente parfois le handicap dans certains territoires ultramarins. Et même si les choses progressent petit à petit, comme dans les Antilles, à la Réunion ou dans le Pacifique, face à ce tableau inquiétant, voire alarmant, nous avons formulé plusieurs recommandations qui sont au nombre de 16, mais dont je laisserai mes collègues vous les présenter. Une première, c'est de désigner des représentants des Outre-mer au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Les enjeux propres aux Outre-mer ne sont pas assez visibles au niveau national. Un deuxième facteur est d'achever d'ici fin 2026 le déploiement du système d'information commun dans les MDPH ultramarines. Une troisième recommandation priorise le aller vers, puisque nous avons des communes parfois très isolées. Il y a des problèmes de mobilité dans les territoires, et particulièrement en Guyane, où vous avez uniquement l'avion pour se rendre dans certaines communes qui aussi, dans les populations, sont les plus confrontées à ces problèmes d'intoxication au plomb, au mercure. Donc c'est très compliqué, et notre collègue Marie-Laure Finera-Hort, orthophoniste de formation, nous l'a confirmé ce matin, les difficultés. Pendant très longtemps, elle était la seule orthophoniste pour tout le territoire de la Guyane. Donc il est important de prioriser le aller vers. Et une quatrième recommandation, c'est dans les territoires et populations allophones, penser aussi à la politique du handicap au regard de cette réalité. Et ma collègue Annick Petrus pourra mieux en parler que moi. Ou à Saint-Martin, nous avons constaté que c'est un aspect majeur pour la définition des réponses à apporter afin d'accompagner les personnes en situation de handicap, les enfants, mais aussi les familles qui sont parfois confrontées à des démarches administratives qu'elles n'arrivent pas trop à surmonter. Et enfin, une cinquième recommandation qui va prioriser la mise en œuvre du nouveau service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce. C'est un service qui se met en place au niveau national. Il faut aller plus vite et tout de suite dans les Outre-mer. Je vais laisser la parole à mon collègue Aklim Elouli qui va continuer à présenter ce rapport. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Donc après cette présentation de la situation du handicap, je vais m'attacher à vous présenter l'état d'avancement des Outre-mer dans la mise en œuvre de la loi de 2005. Dans quelle mesure les objectifs et principes posés par cette loi fondatrice ont-ils été atteints? Alors je ne vais pas faire durer le suspense en affirmant tout de suite que nous sommes encore très loin des objectifs. Après un faux départ, un rattrapage est amorcé, mais il faut accélérer et tenir l'effort au-delà des effets d'annonce. C'est ce que nous appelons une course de fond. Premier échec, l'accessibilité. Mais je ne devais pas développer, mais je sais qu'on va y revenir, donc je vais vous les énumérer. L'insuffisance de l'offre de transport en commun dans les Outre-mer, ça c'est une réalité. Autre échec, le logement. La double ou triple insularité ou l'isolement de nombreuses régions dans les communes de l'intérieur en Guyane se surajoute aux contraintes précitées. Deuxième échec, l'offre médico-sociale est largement insuffisante et très en retard dans les Outre-mer par rapport à l'Hexagone, en particulier pour les jeunes adultes, les adultes et l'insertion professionnelle. En Guyane, le déficit est particulièrement marqué, mais je pense que vous nous y revenons dans vos questions. S'agissant de l'école, une vraie mobilisation des rectorats a été saluée,
même si on peut encore déplorer que beaucoup d'enfants, comme à La Réunion 2000, n'aient pas de solution de rentrée. Je souhaite aussi évoquer la situation des étudiants ultramarins, handicapés, qui veulent poursuivre leurs études dans l'Hexagone. Là encore, c'est le parcours d'obstacles. Combien d'étudiants ultramarins renoncent aux études de leur choix face à ces obstacles? C'est difficile à quantifier, mais c'est une réalité qui existe. S'agissant de l'insertion professionnelle, là encore, les résultats sont en deçà de la moyenne nationale. Enfin, quelques mots sur le handisport et le sport adapté. Parce que les personnes en situation de handicap ont besoin aussi d'une vie sociale. C'est aussi des temps de répit pour les accompagnants et leurs parents. Nous avons rencontré beaucoup d'acteurs de terrain, des sportifs, des responsables de clubs lors de notre déplacement. L'accessibilité reste le point noir, comme je l'ai dit au début de mon propos. Accéder aux installations est un véritable défi. Par ailleurs, le manque d'éducateurs sportifs formés est un vrai problème, avec en plus des formations qui ne sont pas dispensées sur les territoires alors qu'elles ont les outils. Voici le bilan. Pour se rapprocher des objectifs de la loi de 2005, nous avançons plusieurs recommandations. S'agissant de l'accessibilité, à défaut de révolutionner l'offre de transport en commun dans les Outre-mer, ce qui dépasse très largement le cadre de notre mission, nous recommandons le déploiement dans chaque territoire d'un service public de transport à la demande au profit des personnes en situation de handicap. Cette compensation doit permettre de pallier l'absence d'accessibilité des transports en commun dans l'attente de leur réalisation. En matière de logement, il faut prioriser dans les actions de relogement les familles touchées par le handicap afin notamment de les sortir de cette situation d'habitat informel. Une gestion décentralisée de la LBU par les départements pourrait accélérer l'adaptation du parc de logement. Pour combler le retard de l'offre médico-sociale, le plan 50 000 solutions ne suffira pas. Il lui faudra un second plan dédié aux Outre-mer, à horizon de 10 ans, qui viendrait en complément du plan 50 000 solutions. Mayotte, la Guyane et les îles du Nord doivent en être prioritaires. C'est là que les retards sont les plus forts. Autre écueil à combler et qui doit aller de pair, la planification. Pour les étudiants ultramarins handicapés, nous proposons de confier à l'ADOM une mission d'accompagnement global à la mobilité à tous les niveaux. L'implantation territoriale unique de l'ADOM en Outre-mer et dans l'Hexagone, ainsi que son rôle de premier contact pour la mobilité, en font l'acteur tout désigné pour cette fonction. Et enfin, en tant qu'élu métropolitain, j'ai pu découvrir, j'étais déjà sensible à la réalité, mais ce que j'ai découvert dépasse l'entendement. Je voudrais ici saluer toutes les personnes que nous avons rencontrées pour leur volonté de construire, leur résilience qui permet effectivement d'accompagner les familles, de trouver des solutions. Et nous avons vu aussi qu'effectivement la double, triple insularité est aussi un problème dans l'accessibilité, et notamment aussi en matière de coûts, et la vie chère n'arrange rien. Donc je voudrais ici conclure en disant il ne faut pas confondre unité et uniformité. Et l'enseignement que nous avons des Outre-mer, c'est que l'unité est essentielle, parce que beaucoup de gens se détournent, parce qu'ils n'ont plus confiance dans les politiques publiques. C'est la confiance qu'on doit reconstruire, et que l'uniformité ne peut pas être l'alpha et l'oméga de nos politiques publiques, notamment en matière de financement. On ne peut pas financer la même chose quand les coûts de transport coûtent 125 € un aller-retour en avion pour traverser la Guyane que quand ils coûtent 3 € parce que nous avons des lignes et une accessibilité plus disponible. Donc il faut qu'on sorte de cette uniformité pour faire du sur-mesure. Et cet enseignement que nous pouvons tirer des territoires ultramarins, on peut aussi l'appliquer sur nos territoires métropolitains. Il faut l'unité, mais pas l'uniformité. Je passe la parole à mes collègues Annick Petrus. Merci. Mesdames et messieurs, il me revient de clore la présentation faite par mes collègues en évoquant les acteurs de la politique du handicap dans nos territoires ultramarins. Comme dans l'Hexagone, les MDPH sont en première ligne et sont clairement identifiés comme le guichet unique. Toutefois, dans leur fonctionnement quotidien, elles demeurent encore en phase de structuration face à l'évolution des dispositifs et à la hausse des demandes. La durée maximale de traitement d'un dossier ne devrait pas excéder 4 mois. Dans l'Hexagone, le délai moyen atteint 4,8 mois avec d'importantes disparités régionales. Dans les territoires ultramarins, la situation est comparable, voire plus préoccupante pour certains d'entre eux, où les délais dépassent largement les seuils réglementaires. Les cas les plus extrêmes sont sans doute la Martinique et Saint-Martin, où il faut attendre aujourd'hui en moyenne plus de 9 mois.
Autre point noir, la disponibilité de certains professionnels médico-sociaux, notamment les orthophonistes, psychologues, psychomotriciens. Cela retarde les évaluations et les diagnostics, notamment avant la saisine de la CDAPH. Trop peu nombreuses, ces professions connaissent aussi un turnover fort dans certains territoires comme Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Guyane. Il est difficile de construire des équipes stables. À Saint-Barthélemy, le niveau stratosphérique des loyers est rédhibitoire. Autre faiblesse déjà évoquée des MDPH, leur système d'information. Un autre acteur prééminent est le département. Comme dans l'Hexagone, le coût de la PCH, prestation complémentaire de l'handicapé, augmente vite et le reste à charge des départements ne cesse de croître. Dans l'ensemble, le reste à charge pour les départements ultramarins est plus élevé que la moyenne nationale. Le taux de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants y est aussi plus élevé. Enfin, les opérateurs locaux en capacité de répondre aux appels à projets ou à manifestations d'intérêt sont peu nombreux et parfois fragiles. C'est souvent la contrainte des petits territoires. Ces constats nous ont amenés à proposer plusieurs recommandations. Tout d'abord, la consolidation des MDPH est impérative. Cela passe notamment par le maintien et le renforcement des missions d'appui opérationnel de la CNSA. Par ailleurs, les MDPH ultramarines sont aussi des laboratoires, notamment pour rapprocher les politiques du handicap ou de l'autonomie. Ces expériences peuvent être fructueuses et précurseurs au moment où se met en place la réforme nationale du service public départemental de l'autonomie. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons territoriales de l'autonomie, les MTA, connaissent à la fois des personnes handicapées et des personnes dépendantes. Elle gère aussi le paiement des prestations. Cette structure a suscité l'intérêt d'autres collectivités comme Saint-Martin et la Nouvelle-Calédonie. Ces expériences prometteuses doivent faire l'objet d'un soutien renforcé. Elles peuvent aussi être source d'inspiration pour d'autres territoires ultramarins, voire pour les départements hexagonaux. C'est notre recommandation numéro 14. De manière plus générale, il faut apprendre à valoriser les dispositifs innovants de nos territoires. Les contraintes font que les acteurs innovent et développent de nouveaux services, notamment en matière de téléconsultation, comme à La Réunion. Autre enjeu fort pour les Outre-mer, adapter certains dispositifs aux singularités ultramarines. La première réponse concerne les petits territoires, insulaires ou isolés. Les distances, le public restreint parfois une ou deux personnes seulement selon l'âge et le handicap, et la disponibilité limitée des professionnels spécialisés se prête mal à la multiplication des établissements médico-sociaux classiques. Le fonctionnement en silo, très segmenté et compartimenté de l'offre médico-sociale traditionnelle n'est pas adapté. Sur le terrain, des solutions innovantes se mettent déjà en place. À Saint-Martin, une masse hors les murs est expérimentée. En Guyane, des projets se déploient selon un nouveau modèle de SMS éclaté. Ces expériences montrent le chemin vers une nouvelle organisation moins institutionnelle, en dur, s'appuyant sur des plateformes de services et pouvant se moduler rapidement en fonction des besoins. L'offre s'adapte aux besoins et pour éviter que des demandeurs restent à la porte parce qu'ils ne rentrent pas dans la bonne case. Il faut définir un cadre pour ce nouveau modèle d'établissement médico-social. Une telle réforme serait là, encore précurseur et en ligne avec la nouvelle stratégie nationale. Enfin, j'évoquerai rapidement la question du financement, même si l'époque se prête plutôt aux économies. Le rattrapage indispensable de la politique du handicap outre-mer ne peut faire l'impasse sur la question budgétaire. Outre le plan de rattrapage engagé, il faut revoir le financement au long cours de la politique du handicap en tenant compte de la vie chère outre-mer. Les méthodes de calcul du concours de la CNSA au financement de la PCH ne sont pas assez adaptées à ces territoires. Il faut les revoir et je crois que la CNSA est ouverte à cette discussion. Voici nos principales recommandations et orientations. Nous sommes à l'écoute de vos observations et questions. Il y a des questions dans la salle. On passe aux questions en visio. Libération, vous vous présentez. Merci.
Bonjour, je suis Adèle Pétré pour Libération. J'avais juste une question de chiffres. Vous avez parlé de 18% d'enfants à Mayotte qui étaient touchés par une situation de handicap. Nous, sur la synthèse, on a 21%. C'est quoi le bon chiffre? En fait, c'est les 21% englobent des classes différentes. Et les 18% concernent vraiment les plus jeunes enfants. D'accord, merci. Non, mais non. Julien Sartre, France-Guyane. Est-ce qu'il y a un focus particulier ou des recommandations particulières à la Guyane? Vous en avez parlé, c'est un territoire qui est si particulier que ça nécessiterait un effort particulier. Voilà. En Guyane, en fait, ce sont les acteurs du territoire qui sont les mieux placés pour nous apporter des demandes. Donc nous avons fait le constat, nous allons poursuivre le travail. Et comme le disait notre collègue, il y a des aménagements, il y a des idées précurseurs qui sont en train de poindre. Donc c'est de les expérimenter d'une part, de permettre ces expérimentations, puisque la loi ne les permet pas forcément, et après, au fur et à mesure, ajuster en fonction des territoires. Juste par exemple sur la question, on a parlé de l'accessibilité, de la mobilité, on voit bien que quand on paye 125 € pour passer en avion d'un point à un autre du territoire de la Guyane, il va falloir revoir ces financements, notamment pour permettre le déplacement des familles. Il faut aussi repenser les moyens de transport, alors plus généralement pour l'ensemble de la population, mais plus particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. Quand vous avez des gens qui doivent faire 2 heures de transport avec 3 changements quand c'est à mobilité, ça devient très complexe pour eux, et ça devient le parcours du combattant. Donc c'est pour ça que dans une de nos propositions, on parle justement de cette accessibilité et de cette mobilité, et notamment des coûts pour les déplacements qui sont aberrants. Et on pourrait le dire aussi pour la Guadeloupe, qui est de double insulaire, notamment par rapport aux îles, pour partir avec le bateau, attendre le bateau. Si on le rate, on est obligé de passer la nuit. Vous voyez, il y a un certain nombre de choses qu'il faut, et ce qu'a dit la présidente, qu'on fasse du sur-mesure, et on attend de retravailler ça avec les territoires, mais on a bien conscience que cette question de la mobilité et de l'accessibilité est essentielle pour nos territoires. Juste un complément d'information sur ce qui est de la Guyane. Vous savez qu'en Guyane, vous avez des territoires, enfin des espaces, des endroits en Guyane qui ne sont pas accessibles. C'est-à-dire qu'il faut prendre la pirogue, etc. Et ça ne veut pas dire que dans ces coins-là, dans ces endroits-là, que nous n'avons pas de personnes porteurs de handicap. Donc, ils ont favorisé le aller vers, c'est-à-dire que ce sont les professionnels, lorsqu'ils existent, qui vont vers ces coins, ou ces personnes qui se trouvent dans ces coins reculés de la Guyane. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, je vous apporte le micro. Aline Druel, Radio Caraïbes International. Vous parliez du précédent SIOM de 2023 qui avait débloqué des crédits, mais qui avait eu, il y a eu des freins, ce qui est écrit. Le prochain SIOM a lieu normalement la semaine prochaine. Est-ce que c'est un sujet que vous allez pouvoir aborder à nouveau? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, les parlementaires ne sont pas conviés au SIOM. Donc, nous ferons remonter, nous avons prévu remettre le rapport au ministre des Outre-mer et à la ministre du Handicap, et nous espérons de tout cœur qu'ils en feront bon usage. Oui, et donc c'est effectivement, quand vous parlez du SIOM et des failles, c'est notamment aussi cette question du coût. C'est-à-dire qu'on donne la même chose partout, et quand on dit on met 125 millions par exemple aux Outre-mer, c'est pas la même chose que quand vous mettez 125 millions en Île-de-France. Quand vous avez 125 € d'aller-retour d'avion, vous ne l'avez pas en Île-de-France. Vous voyez, donc c'est ça qu'on veut effectivement revoir, les modes de calcul pour justement être plus juste, plus équitable. Et justement, au-delà de remettre ce rapport au gouvernement, est-ce que vous comptez l'intégrer dans des propositions de loi ou ce genre de choses? Comment est-ce que vous comptez le traduire dans les faits concrètement? Merci.
Cela pourra faire l'objet de discussions lors du prochain PLF sur tout ce qui concerne les allocations. Cela pourra aussi faire l'objet d'amendements et d'intégration dans la proposition de loi d'actualisation du droit des Outre-mer qui a été déposée et qui sera inscrite au mois d'octobre. Donc nous avons plusieurs véhicules législatifs. Nous avons aussi un projet de loi Vicher qui va bientôt arriver, qui arrive le 30 septembre. Donc nous choisirons les véhicules législatifs les mieux adaptés pour faire passer nos propositions. Plus de questions? Pas de questions en ligne non plus. Il n'y a plus de questions. Alors j'aimerais insister sur une solution, aussi une recommandation qui me semble très importante, c'est l'inclusion des orthophonistes, des paramédicaux au sein des établissements scolaires. Compte tenu de la difficulté du peu de personnel paramédical, les orthophonistes et autres, il leur est quasiment impossible de voir tous les enfants concernés hors temps scolaire. Et nous souhaitons intégrer au sein des établissements scolaires tous ces personnels de manière à faire bénéficier le maximum d'enfants de leur expertise. Attendez. Et après, nous aurons une question en ligne. J'aurais une petite question sur. Vous parliez de la difficulté de diagnostiquer tôt les enfants. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à diagnostiquer si tôt en Outre-mer particulièrement? Alors, je vais essayer de répondre pour ce qui est de mon territoire déjà premièrement. Alors, on a parlé tout à l'heure de public allophone. Il faut savoir qu'à Saint-Martin, la langue maternelle, c'est l'anglais. Donc, vous avez, par exemple, un enfant qui est porteur de handicap. C'est un enfant qui déjà n'est pas scolarisé dans les mêmes conditions que les autres, qui sont dits normaux. Donc qui ira à l'école plus tard et qui ira à l'école dans des proportions moindres, peut-être une journée par semaine, une demi-journée, 2 jours, voilà. Donc l'acquisition de la langue de l'enseignement ne se fera pas au même rythme, par exemple, que l'enfant dit normal. Donc ce qui fait que c'est un handicap est rajouté à l'handicap initial. Et ça rend les choses, effectivement, beaucoup plus difficiles. Donc là aussi, il y aura des adaptations à apporter. Il faudra se pencher sur cette difficulté-là, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue du personnel d'enseignement et du personnel encadrant, notamment les EASH. Voilà. Juste pour compléter les propos de ma collègue Plus, le problème de la détection précoce, c'est permettre justement aux enfants d'avoir un parcours, d'avoir une planification sur leur parcours. Et il y a aussi le tabou et la question culturelle qui fait qu'on ne veut pas reconnaître que son enfant est en difficulté. Et donc il faut accompagner les parents pour qu'ils puissent justement œuvrer là-dessus, parce que plus il est pris jeune, plus on a des chances de le faire évoluer. Et on le voit bien, quand des enfants sont pris tardivement ou quand ils sont mal orientés, eh bien, c'est une grande défaillance et donc ils prennent beaucoup de retard qu'ils ne peuvent pas rattraper. Et donc, la précorité, c'est de mettre en place des outils. Il y a aujourd'hui, je crois, en Guadeloupe, une association qui le fait. On commence à travailler pour que, justement, on puisse accompagner les parents pour, justement, de façon précoce, avoir un bon diagnostic pour apporter les bonnes réponses et pour mettre en place le bon parcours d'accompagnement du développement pour l'enfant. Et pour compléter, pour avoir été enseignante et directrice d'école pendant 16 ans, donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, il est vrai que souvent c'est à l'école qu'on diagnostique certaines difficultés d'apprentissage. Il y a tout un travail pédagogique à faire auprès de la famille pour arriver à faire entendre. Parfois, il y a un déni au sein de la famille. Donc, il y a un travail d'accompagnement des familles. Et après, il y a une deuxième étape. Lorsque vous êtes sur un territoire isolé, toute la partie de tests psychométriques et autres ne peut pas se faire sur le territoire parce que parfois, vous n'avez pas les professionnels qui sont en mesure de le faire. Donc, il faut souvent
prendre l'avion, aller en Guadeloupe, aller en Martinique. Les professionnels, peu nombreux, sont débordés, donc ils ne peuvent pas vous donner de rendez-vous tout de suite. Et nous avions rencontré une maman à Saint-Martin assez déboussolée, puisque depuis l'âge de 2 ans, son enfant a été, en quelque sorte, elle a été alertée par un souci au sein du développement de son fils, et l'enfant a 7 ans et elle n'a toujours pas pu obtenir de bilan, faute d'avoir de professionnels, mais aussi parfois faute de moyens, parce que prendre l'avion, séjourner plusieurs jours à l'extérieur, c'est aussi un coût pour ces familles. Alors moi, je voudrais ajouter, c'est un vœu, pouvoir garantir à chaque territoire au moins un professionnel dans la chaîne de prise en charge. Et essayer d'améliorer aussi la durée, le temps de prise en charge, parce que sur mon territoire aujourd'hui, une prise en charge CAMS, c'est 23 voire 40 et quelques mois, et ça, c'est juste pas possible. Si on est dans les vœux. Puisqu'on est dans les vœux, moi je voudrais formuler un vœu. C'est vrai que dans notre travail qu'on a effectué, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de données, notamment sur la question des étudiants ultramarins en situation de handicap. Et ça, c'est que des gens renoncent à leurs études ou au choix des études parce qu'ils font le choix de la proximité. On ne peut pas l'accepter quand on parle d'égalité au niveau de notre République. Donc ça, c'est un élément qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur, parce qu'ils ont aussi le droit, comme tout le monde, d'avoir des rêves et de pouvoir aussi essayer de les réaliser. C'est un premier élément. L'autre élément, c'est de dire ce qu'on a vu aussi, on a vu les associations, on a discuté avec eux, c'est qu'une personne en situation de handicap a aussi besoin d'une vie sociale. Elle a besoin d'accéder à la culture et d'accéder aux loisirs et au sport. Et c'est aussi le sport, le loisir et la culture sont aussi des leviers qui permettent des éveils. Et donc, ce n'est pas seulement de leur assurer le gîte et le couvert et les soins, c'est aussi de leur permettre d'avoir une vie sociale. Et nous avons fait d'ailleurs des recommandations dans ce sens-là dès l'école pour que justement on puisse intégrer ça dans le parcours et dans le parcours de vie d'un enfant, qu'il soit en situation de handicap d'ailleurs ou non. Alors avant de clore cette conférence de presse, j'aimerais vraiment remercier et saluer le travail des trois rapporteurs qui se sont vraiment impliqués, qui sont allés au fond des choses et qui n'ont pas hésité à avoir des journées très très longues lors de nos déplacements, qui a été vraiment très très dense, pour dénouer tout et comprendre tous les freins qui pouvaient exister à l'aide à ces familles. Parfois, c'est aussi compliqué de voir, nous sommes des êtres humains aussi, des parents qui sont complètement démunis, qui se sentent abandonnés. Donc, vraiment, je les remercie infiniment pour l'empathie aussi dont ils ont fait preuve dans ce dossier qui touche beaucoup. Merci à vous.